La créature qui émergea de l'obscurité en cette nuit étouffante de juillet 1994 me parla jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube se glissent par-delà la ligne de crête. Ce qu'elle me révéla durant ces heures sur la trajectoire de la civilisation humaine me fit remettre en question chaque certitude que j'avais jamais eue sur le progrès, sur la communauté, sur ce que nous étions en train de devenir en tant qu'espèce. Au lever du jour, lorsque la créature se retira dans les anciennes cavités de la forêt des Appalaches, je compris avec une clarté terrible pourquoi les siens restaient cachés à nos yeux. Ce n'était pas par peur d'être capturés ou étudiés par la science, c'était parce qu'ils nous avaient observés pendant d'innombrables générations et avaient été témoins de l'émergence de quelque chose dans notre évolution qui les effrayait bien plus que n'importe quelle arme ou cage de laboratoire. Je m'appelle Eleanor Dawson et durant l'été 1994, j'avais 51 ans. Je gérais une propriété familiale de 170 acres dans les hautes terres reculées de West Virginia, une terre que ma famille exploitait depuis 4 générations. Mes journées suivaient les rythmes ancestraux des montagnes et des saisons. Je me levais avant le soleil, dans l'odeur de la terre humide et au son lointain du chant des coqs, pour m'occuper des vergers de pommiers et du bétail. Les après-midi se passaient dans la chaleur moite de la cuisine à faire des conserves du potager ou dehors, sous un soleil aveuglant, à réparer les clôtures le long des flancs escarpés des collines, le cuir usé de mes gants devenu une seconde peau contre le bois éclaté. Le soir, je me retrouvais dans le calme de la ferme, à vérifier mes registres à la lueur douce d'une lampe, écoutant la radio qui grésillait des nouvelles d'un monde qui me semblait de plus en plus étranger, un monde de guerre lointaine et de marchés financiers complexes qui n'avaient rien à voir avec le rythme des semailles et des récoltes. C'était un travail honnête, de ceux qui vous usent les os, mais vous gardent l'esprit intact. Mon mari, Robert, était décédé 3 ans plus tôt d'une crise cardiaque qui l'avait emporté sans crier gare alors qu'il fendait du bois derrière la grange. Le silence qu'il avait laissé derrière lui était une présence physique dans la maison, un calme si profond que le tic-tac de l'horloge de parquet dans le couloir semblait une intrusion. Mes enfants, Sarah et Michael, désormais adultes, s'étaient dispersés dans des villes lointaines, Atlanta et Chicago, à la poursuite de carrières et d'opportunités que les montagnes ne pourraient jamais leur offrir. Ils appelaient pour les fêtes et envoyaient des photos, mais leur vie se déroulait dans un autre univers, me laissant seul avec les vergers, mes souvenirs et ma chienne berger allemand, Lucy. Ce mois de juillet-là avait été d'une chaleur impitoyable. Jour après jour, les températures grimpaient au-delà de 35 degrés Celsius sans aucun répit, l'air aussi épais et lourd qu'une couverture mouillée. Les pommiers souffraient malgré tous mes efforts pour les arroser avec l'eau de la source qui avait abreuvé notre famille depuis des générations. Une source qui était maintenant plus basse que je ne l'avais jamais vue. Mon vieux pick-up Chevrolet était garé près de la grange. Sa peinture bleue délavée et couverte d'une fine couche de poussière due à la sécheresse. Dans la cuisine, la radio diffusait sans fin des reportages sur les incendies de forêt qui faisaient rage dans les États de l'Ouest et sur les sécheresses qui s'étendaient au cœur du pays, le martèlement d'un monde sous tension. C'était un jeudi soir, l'air encore chaud et collant alors que l'horloge avait dépassé les 11 heures, lorsque je sentis pour la première fois que quelque chose n'allait pas. J'étais dans la grange, l'odeur familière du foin et des poules emplissant l'air, m'assurant que les portes étaient bien fermées contre les renards, devenus plus audacieux ces derniers mois. Lucy était avec moi, comme toujours, sa queue battant un rythme régulier contre le plancher. Mais soudain, elle se figea, les oreilles plaquées contre son crâne, un grognement sourd et profond montant de sa poitrine. Je posai le seau que je portais et m'agenouillai près d'elle, ma main sur ses épaules tendues. « Qu'y a-t-il, ma belle ?» lui demandai-je doucement. Lucy ne regardait ni vers la maison, ni vers le chemin de gravier, par où un visiteur aurait pu arriver. Elle fixait avec insistance le verger, plus précisément la partie où les plus vieux pommiers bordèrent la forêt, à la lisière nord de ma propriété.
Ces arbres étaient presque centenaires, plantés par mon arrière-grand-mère, leurs branches noueuses formant une sorte de frontière entre la terre cultivée et la nature sauvage qui s'étendait sur des kilomètres dans les montagnes. Je décrochai ma lourde lampe torche de son crochet près de la porte de la grange, du genre avec un corps en acier solide qui pouvait servir d'arme si nécessaire, et je marchai lentement vers le verger. Lucie me suivit à contre-cœur, se pressant contre ma jambe, au lieu de courir devant comme elle le faisait d'habitude lorsque nous parcourions la propriété ensemble. L'air était saturé du bourdonnement des cigales, un son si constant qu'il en devenait presque une forme de silence. La première chose que je remarquai fut une odeur qui n'appartenait pas à mon paysage familier. Ce n'était pas désagréable, à vrai dire, mais distinctement sauvage, comme de la terre humide et de la pruche mêlées à quelque chose de musqué que je ne parvenais pas à identifier, quelque chose d'animal, mais qui ne ressemblait à aucun animal que je connaissais dans ces montagnes. Puis, j'entendis un mouvement parmi les arbres, trop lourd et délibéré pour être un cerf, et trop prudent pour être l'un des ours noirs qui venaient parfois chaparder les fruits tombés. Quelque chose de grand se déplaçait dans mon verger, et au son, se déplaçait avec intention, en essayant de ne pas être entendu. « Ceci est une propriété privée », lançai-je, ma voix étonnamment stable malgré les battements effrénés de mon cœur. « Montrez-vous, ou j'appelle le shérif sur le champ. » Le mouvement cessa. Pendant un long moment, il n'y eut rien d'autre que le silence, le chant des cigales semblant enfler pour combler le vide. Le grognement de Lucie continuait, une vibration basse et constante contre ma jambe. Puis, lentement, les lourdes branches d'un vieux pommier Northern Spy s'écartèrent, et je le vis. Mon esprit, dans une tentative désespérée de catégoriser l'impossible, lutta pour le forcer à prendre des formes familières. Un ours debout sur ses pattes arrière, peut-être, ou une personne dans un costume élaboré jouant une mauvaise blague à une veuve seule dans les montagnes. Mais alors qu'il s'avançait en pleine lumière dans le faisceau de ma lampe, il n'y avait plus de place pour le déni. Aucune explication possible ne pouvait contenir ce que je voyais. Il mesurait peut-être 2,30 m, couvert d'une fourrure brun-roux foncé, plus claire autour de son visage et sur sa large poitrine. Sa carrure était puissamment musclée, avec des épaules d'une largeur qui semblait impossible et des bras qui descendaient au-delà de l'endroit où se seraient trouvés ses genoux. Mais c'est son visage qui me glaça sur place, incapable de courir, incapable de crier. Il n'était pas tout à fait humain, pas tout à fait singe, mais quelque chose qui existait dans un espace entre ces catégories que mon éducation n'avait jamais reconnu. Une arcade sourcilière, proéminente, ombrageait des yeux profonds. Le nez était plat et large, et ses yeux, captant le faisceau de ma lampe et le réfléchissant d'une lueur ambrée, m'étudiaient avec une intensité qui ne laissait aucun doute. Ce n'était pas un animal dénué d'intelligence. Il y avait là de l'intelligence, de la conscience, une évaluation. Il était en train de décider quoi faire de moi, tout comme j'essayais de décider quoi faire de lui. Lucie avait cessé de grogner et gémissait maintenant, se pressant si fort contre ma jambe que je la sentais trembler. C'était une chienne courageuse. Elle avait affronté des coyotes et fait fuir des ours noirs plus d'une fois. Mais elle savait instinctivement que ceci dépassait ses capacités, une créature d'un autre ordre. « Seigneur, ayez pitié » murmurai-je, la lampe torche tremblant dans ma main. La créature pencha sa tête massive au son de ma voix. Le geste n'était pas menaçant, simplement curieux. Puis elle fit quelque chose qui me coupa le souffle. Elle leva une main énorme, paume tournée vers moi, dans ce qui était indubitablement un geste de paix, de salutation, signifiant l'absence de toute intention hostile. Je restais là, veuve d'âge mûr en salopette usée et chemise de travail délavée, face à quelque chose que tous les manuels scolaires disaient impossible, tandis que ma chienne gémissait et que les cigales de juillet bourdonnaient leur refrain sans fin dans l'obscurité humide. Chaque instinct rationnel me disait de courir, de rentrer à la maison, de barricader les portes et d'appeler quelqu'un, n'importe qui. Mais qui appeler? Et pour dire quoi?
que Bigfoot était dans mon verger, que j'avais fini par perdre la raison à cause du deuil et de l'isolement, comme les gens du village murmuraient que ça pourrait m'arriver. Au lieu de cela, guidé par un instinct que je ne pouvais nommer et que je n'essayais pas de comprendre, je levai lentement ma propre main en réponse, imitant le geste de la créature. Elle émit alors un son, bas et grondant, presque comme une parole, mais formé dans une gorge non conçue pour le langage humain. Il y avait des sons distincts à l'intérieur, des motifs délibérés. Elle essayait de communiquer. Et puis, à mon grand choc, elle produisit des sons qui étaient clairement une tentative d'imiter des mots anglais. Rudes et gutturaux, fortement accentués par une anatomie vocale qui n'a jamais été conçue pour la parole humaine, mais reconnaissable malgré tout. Pas faire mal, parler. Mes genoux faillirent se dérober. Elle n'était pas seulement intelligente. Elle comprenait l'anglais, ou du moins assez pour établir une communication de base. Et elle voulait me parler. Vous voulez parler ?» demandai-je prudemment, ma voix à peine plus qu'un murmure. Elle hocha la tête, un vrai hochement de tête, délibéré. Puis elle fit un geste vers le sol, une suggestion claire que nous devrions nous asseoir. Elle proposait que nous ayons une conversation, cette créature des étendues sauvages des montagnes, et moi, une fermière qui n'avait jamais voyagé plus loin que Charleston de toute sa vie. J'aurais dû refuser, j'aurais dû courir. Mais Robert avait toujours dit que ma curiosité me causerait de vrais ennuis un jour, et peut-être avait-il eu raison depuis le début. Je me retrouvais à m'asseoir lentement sur l'herbe sèche, sous l'un des vieux pommiers, gardant ma lampe torche inclinée pour fournir un peu de lumière sans aveugler la créature, et gardant Lucie blottie contre moi. La créature s'assit également, pliant ses jambes massives sous elle, d'une manière troublante d'humanité, à environ 4 ou 5 mètres de moi. Assez près pour parler, assez loin pour ne pas se sentir immédiatement menacé. « Je m'appelle Eleanor », dis-je en touchant ma poitrine de ma main libre. « Eleanor Dawson ». La créature toucha sa propre large poitrine et émit un son. « Wakota ». « Wakota », répétai-je avec soin. « C'est votre nom ?» Elle hocha de nouveau la tête, puis désigna Lucie. « Chien. »« Oui, c'est un chien. Elle s'appelle Lucie. » Lucie. Le visage de la créature fit quelque chose qui aurait pu être l'équivalent d'un sourire. Une légère rétraction des lèvres qui révéla de grandes dents plates. Eleanor. Lucie. Bien. Ainsi commença la nuit, la plus extraordinaire de mon existence. Ce qui avait débuté comme un simple échange de noms évolua en quelque chose de bien plus complexe que je n'aurais pu l'imaginer. L'anglais de Wakota était limité, mais étonnamment fonctionnel, clairement appris au fil des années, peut-être des décennies, à écouter les humains depuis des endroits cachés. Mon rôle devint principalement celui d'écouter, tandis que cet être de la forêt, ce mystère dont la science insistait sur l'inexistence, partageait des observations sur l'humanité qui avaient été accumulées au cours de ce que j'allais apprendre être une vie extraordinairement longue. La conversation dura près de 5 heures, de cette première rencontre jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir avec l'approche pâle de l'aube. Nous restâmes assis là, dans l'herbe de mon verger, la fermière et l'habitant de la forêt, pendant que Wakota parlait dans un anglais approximatif, complété par des gestes, des sons et des dessins tracés dans la terre avec un doigt massif. Et ce qu'il me raconta, ce qu'il avait observé sur les êtres humains au fil d'innombrables saisons de surveillance cachée, brossa un tableau de notre espèce, à la fois humble et terrifiant. Cela commença par des choses plus simples. Les questions de Wakota sur moi, sur pourquoi je vivais seul dans cet endroit reculé avec seulement un chien pour compagnie. « Ou famille ?» demanda-t-il, faisant un geste circulaire vers la ferme vide visible au clair de lune, vers les vergers silencieux. « Parti, dis-je simplement. Mon mari est mort. Mes enfants vivent en ville, loin maintenant. Ils ont leur propre vie. » Wakota émit un son qui traduisait quelque chose comme de la tristesse, de la compréhension. Seul, pas bon,
Humain plus seul maintenant. Que voulez-vous dire par là? Demandai-je. Et c'est là que tout commença vraiment. Wakota commença par poser des questions sur la terre elle-même, désignant mes vergers, le potager, la grange, les montagnes boisées au-delà. « Combien de temps, toi, ici ?»« Je suis né ici, » expliquai-je. « Mon arrière-grand-mère a acheté cette terre en 1912. Ma famille vit sur cette propriété depuis plus de 80 ans. » La créature sembla assimiler l'information, puis leva sa propre main, montrant ses doigts plusieurs fois dans un motif que je ne pus déchiffrer immédiatement. Moi, ici plus. Beaucoup plus. Avant grand-mère de grand-mère. Je le dévisageais, essayant de comprendre. Vous êtes dans ces montagnes depuis plus de 80 ans? Quel âge avez-vous? Wakota fit un geste que j'interprétais comme une incertitude quant aux chiffres exacts, comme si compter les années n'était pas quelque chose que son peuple faisait de la même manière. Il traça de nombreux cercles dans la terre, beaucoup saisons, très vieux. Moi, regardez, continua-t-il en tapotant près de ses yeux avec un doigt massif. Longtemps regardé humain changer, toujours changer. Son expression, si je la lisais correctement, semblait troublée. Changer plus vite maintenant, mal plus vite. Que voulez-vous dire, mal plus vite? Wakota se leva et marcha jusqu'au pommier le plus proche, passant une main énorme le long du tronc noueux. Avant, humain venir ici, prendre un peu, laisser plus. Forêt reste, animaux restent, équilibre. Il fit un geste large vers mes vergers, vers les champs défrichés au-delà. Maintenant, humain, prendre tout, couper tous les arbres, planter une chose, tuer tout le reste. Pas d'équilibre. Je sentis une pointe de défensive. C'est comme ça que l'agriculture fonctionne maintenant. Nous devons produire assez de nourriture pour nourrir les gens. Cela demande de l'efficacité. Efficacité. Wakota répéta le mot maladroitement. Entendre ce mot. Humain dire beaucoup maintenant. Efficacité, productivité, plus, plus, plus. Il se rassit lourdement. Et je remarquai pour la première fois à quel point il semblait las. Mais moi, regarder humain travailler plus dur, avoir plus de choses, mais heureux moins, seul plus, malade plus. Cette observation me piqua au vif parce que je savais au fond de moi qu'elle était vraie. Je pensais aux histoires de ma grand-mère sur le temps des récoltes, quand les voisins venaient de plusieurs kilomètres à la ronde pour s'entraider, partageant des repas et de la musique qui duraient tard dans la nuit. Maintenant, je récoltais seul avec des machines, faisant parfois un signe de la main à des voisins lointains que nous croisions sur les chemins de gravier. Les choses ont changé, admis-je à voix basse. Le ton de Wakota suggérait un profond scepticisme. Moi te regarder, chaque jour, matin à nuit. Toi travailler seul, ton mari mourir, enfant partir, toi travailler et travailler. Il marqua une pause. Ses yeux ambrés m'étudiant avec une intensité inconfortable. Ça, c'est plus facile? Je n'avais pas de bonne réponse à cela. Le silence s'étira entre nous, seulement comblé par les insectes nocturnes et les mouvements occasionnels de Lucie à mes côtés. « Dites-moi ce que vous avez vu, dis-je finalement. Qu'avez-vous observé sur les humains ?» Wakota s'installa, et pendant les heures qui suivirent, il partagea un discours sur le comportement humain tel qu'observé par un témoin caché. Quand moi jeune, commença-t-il, humains différents, vivent en petits groupes, se connaissent, s'aident. Anciens enseignent jeunes, jeunes soignent anciens, comme mon peuple. Il fit un geste vers la forêt sombre. Nous vivre longtemps, voir beaucoup saisons, anciens savoir beaucoup, jeunes écouter, apprendre. Mais humain changé. Ancien maintenant. Il fit un geste de repoussé, de rejet. Maître d'un bâtiment, loin de famille. Jeune pas apprendre des anciens. Apprendre de... Il sembla chercher les bons mots puis pointa vers ma ferme. De boîte, boîte à images. Vous voulez dire la télévision, dis-je. Télévision, pas vraie personne. Image de personne. Voix d'étranger.
Je pensais à mes propres enfants, comment ils avaient grandi en regardant la télévision plus qu'en parlant à leurs grands-parents. Comment je passais maintenant mes soirées avec la radio pour seule compagnie. Et maintenant, continua Wakota, moi voir nouvelle chose, j'emportais petite boîte. Il fit un geste pour indiquer quelque chose de la taille des nouveaux téléphones portables et des beepers qui devenaient plus courants. Parler aux boîtes, regarder les boîtes, même quand avec autres gens, regarder boîtes, pas regarder les uns les autres. J'avais vu ça aussi lors de mes rares voyages à Charleston. Des hommes d'affaires avec des téléphones de voiture collés à l'oreille, des adolescents au centre commercial, penchés sur des consoles de jeux portables, la déconnexion croissante qui semblait exister même lorsque les gens étaient physiquement ensemble. Humains devenir comme seuls même quand ensemble, dit Wakota, et il y avait une véritable tristesse dans sa voix. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est mal. Mais nous sommes plus connectés que jamais, argumentai-je faiblement. Nous avons le téléphone. Internet commence à connecter les gens du monde entier. Connectés ? Wakota répéta le mot, puis secoua lentement sa tête massive. Moi de voir, Eleanor. Toi avoir téléphone. Combien de fois toi appelé enfant ? J'hésitais, ne voulant pas répondre. Toi seul. Eux seuls. Tout le monde seul. Mais dire connecté. Il émit un son qui aurait pu être l'équivalent d'un rire amer chez sa créature. Mots changés, mais moi regarder, moi voir vérité. Au cours des 2 heures suivantes, Wakota brossa un tableau de l'humanité de plus en plus troublant. Il avait vu les familles devenir plus petites, les communautés se fragmenter, et les gens déménager de plus en plus fréquemment, sans jamais s'enraciner. Il avait été témoin de la destruction de l'environnement, les forêts rasées, les montagnes éventrées pour le charbon. Mais ce qui le dérangeait le plus était quelque chose de plus subtil. Humain, oubliez comment être silencieux, dit-il. Toujours bruit maintenant, machine, musique, télévision, radio, toujours bruit, jamais calme, jamais écouté. Il tapa sur sa poitrine puis sur sa tête. Écoutez dedans, cœur, esprit, toujours bruit dehors. Alors, jamais entendre dedans. Je réalisais que je ne me souvenais pas de la dernière fois où je m'étais assise dans un silence complet. Même maintenant, seul à la ferme, j'avais toujours la radio allumée, n'importe quoi pour combler le vide que la mort de Robert avait laissé. Et oubliez comment attendre, continua Wakota. Tout maintenant vite, nourriture vite, voiture vite, tout vite. Pas de patience, pas d'observation, pas d'apprentissage lent. Mon peuple, nous observer, nous attendre, nous apprendre lentement, sur longtemps, voir les motifs, voir ce qui est réel, ce qui est temporaire. Humain maintenant, voire seulement temporaire, seulement maintenant. Pas voir les longs motifs, pas voir où aller. Il fit un geste vers la forêt sombre. Comme courir dans forêt sombre, vite, vite, pas voir falaise devant. Quelle falaise ? Demandai-je, bien qu'une partie de moi ne veuille pas le savoir. Wakota resta silencieux un long moment. Été plus chaud maintenant, dit-il. Pas juste cet été, chaque été, un peu plus chaud. Hiver moins froid, moins de neige dans montagne, source coulant moins. Il fit un geste vers la forêt. Forêt changée. Arbres mourir plus. Feu plus grand. Animaux chercher eau. Venir plus près des humains. J'avais remarqué ces choses moi-même, mais je les avais attribuées à des variations normales. Les entendre cataloguées par un être qui avait observé ces montagnes depuis plus longtemps que ma famille n'existait rendait le schéma plus difficile à ignorer. Moi, voir ça dans monde, dit Wakota lentement. Beaucoup petites fissures, dans temps, dans terre, dans eau et dans humains aussi. Dans les humains ? Oui. La voix de Wakota devint plus lourde. Humains avoir fissures aussi. Plus de colère maintenant, plus de peur, plus de méfiance. Avant, gens pas d'accord mais parlaient quand même.
travailler ensemble quand même. Maintenant, il secoua la tête. Maintenant, gens pas d'accord et devenir ennemis, peuvent pas parler, peuvent pas s'entendre. Et c'est ça qui fait le plus peur à mon peuple, continua Wakota, sa voix tombant dans un grondement sourd. Pas le changement de temps, pas le poison, pas les forêts qui meurent. C'est mal, oui, mais humain pourrait réparer, pourrait changer, pourrait s'adapter. Si quoi? Si humains travaillent ensemble, si humains se souviennent qu'ils sont une seule famille, tous connectés. Il se leva et arpenta lentement l'espace, une silhouette massive se découpant sur les étoiles. Mais humains, oubliez ça. Oubliez comment faire confiance. Oubliez comment se sacrifier pour le groupe. Pensez seulement à soi maintenant, ma famille, ma tribu, mon pays. Pas voir que tous les humains une seule tribu, tout le monde une seule maison. La créature se tourna de nouveau vers moi. Quand crise venir, et crise va venir, moi la voir se construire, humains auront besoin les uns des autres comme jamais avant. Besoin de partager, coopérer, s'aider à survivre. Mais si humains oubliaient comment faire ça, si humains savoir seulement comment se battre, comment rivaliser, comment être seul, alors crise va détruire, pas parce que crise trop grande, mais parce que humain trop divisé, trop seul, trop cassé. Je restais assise avec cela, sentant tout son poids, une espèce à l'apogée de sa puissance technologique, perdant simultanément les liens sociaux qui lui avaient permis de survivre pendant des millénaires. « Pourquoi me dites-vous tout ça ?» demandai-je finalement. « Pourquoi prendre ce risque ?» Wakota se rassit, une grande lassitude dans sa posture. « Mon peuple, nous nous disputons à propos des humains. Certains dirent « humains trop dangereux, restez cachés, laissez humains se détruire. » Mais autres dirent « monde est notre maison aussi. Si humains détruire monde, nous perdre maison aussi. Et certains humains peuvent apprendre, peuvent changer. Moi, je suis vieux, moi regarder longtemps, et moi penser, si moi pas essayer d'aider, et humain détruire monde, moi regretter de ne pas avoir essayé. » Alors que le ciel commençait à montrer les premières lueurs grises sur la crête orientale, Wakota se leva pour partir. « Est-ce que je vous reverrai ?» criai-je alors qu'il commençait à se diriger vers la forêt. Il s'arrêta à la lisière des arbres. « Peut-être, peut-être pas. Mais Éléanore, souviens-toi de ce que j'ai dit. Dis-le aux autres qui écouteront. Humain besoin de ralentir. Être silencieux. Écouter le monde. S'écouter les uns les autres. Besoin de se souvenir. Vous êtes tous connectés. Tous une seule famille. Ce qui blesse l'un blesse tous. » Et puis il disparut, s'évanouissant dans la forêt aussi silencieusement qu'il était venu, me laissant assise sous le pommier de mon arrière-grand-mère, alors que le soleil se levait sur un monde qui semblait soudain bien plus fragile et précieux que la veille. Je n'ai pas dormi ce jour-là. Je suis restée assise sur mon porche, buvant du café froid, mon esprit rejouant chaque mot. Dans l'après-midi, j'avais pris une décision. Je suis allé dans le bureau de Robert et j'ai trouvé un vieux carnet. Pendant des heures, j'ai écrit tout ce dont je pouvais me souvenir, terrifié à l'idée d'oublier les détails. Quand j'eus fini, j'avais 15 pages de notes qui se lisaient comme les divagations de quelqu'un qui avait perdu le sens des réalités. Pendant des jours, j'ai essayé de reprendre mes routines, mais tout semblait différent. Quand je regardais les champs défrichés, je les voyais comme Wakota les avait décrits, des écosystèmes détruits au nom de l'efficacité. Quand j'allumais la radio, j'entendais ces mots. Toujours du bruit, jamais de calme. Le 5e jour, je suis allé en ville en voiture et j'ai croisé Martha Patterson, qui possédait une ferme en bas de la vallée. « Éléonore » me salua-t-elle. « Comment vont ces pommiers avec cette chaleur ?»« Ils souffrent, admis-je. Ma source est plus basse que je ne l'ai jamais vue. C'est partout pareil, dit-elle en secouant la tête. Il y a quelque chose qui change avec les nappes phréatiques par ici. » Je pris une profonde inspiration. « Martha, tu as déjà pensé à faire les choses différemment? Peut-être cultiver d'autres plantes,
réduire les produits chimiques, laisser une partie des terres revenir à l'état naturel? Elle me regarda comme si j'avais suggéré de mettre le feu à des billets de banque. On ne peut pas gagner sa vie comme ça, Eleanor. Les marges sont déjà minces, comme du papier à cigarette. Elle fit une pause, son visage s'adoucissant d'inquiétude. Tu es sûre que ça va, toute seule là-haut? Je suis rentré chez moi en me sentant plus isolé que jamais. Ce soir-là, je suis allé dans la bibliothèque de Robert et j'ai commencé à sortir des livres des étagères. Printemps silencieux de Rachel Carson. The Unsettling of America de Wendell Berry. Tout ce que Wakota avait observé, ses auteurs l'avaient documenté des décennies auparavant. Mais on les avait qualifiés d'alarmistes, d'obstacles au progrès. Tout comme je le serais. À moins que une idée commença à germer. Et si je ne prétendais pas avoir parlé à un Bigfoot? Et si je partageais simplement les observations elles-mêmes, présentées comme mes propres conclusions tirées de toute une vie sur cette terre? Le dimanche suivant, je suis allé à l'église pour la première fois depuis les funérailles de Robert. Après le service, j'ai abordé le révérend Thompson. « Révérend, dis-je à voix basse, j'aimerais vous parler de quelque chose, de ce que nous faisons à la terre, à nos communautés, de ce que nous sommes en train de perdre. » Il m'écouta patiemment tandis que je partageais mes inquiétudes, soigneusement présentées comme des observations personnelles. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui partagent ces soucis, mais sentent qu'elles ne peuvent pas les exprimer, dit-il finalement. Tout le monde a peur d'être perçu comme faible ou comme n'étant pas un vrai fermier. Il hocha lentement la tête. Je pense qu'un groupe de discussion est une bonne idée. Nous pourrions l'accueillir ici. 3 semaines plus tard, 18 personnes se sont réunies dans la salle paroissiale de l'église. J'ai commencé par partager mes observations sur la baisse des nappes phréatiques, l'utilisation accrue de produits chimiques et la solitude de l'agriculture moderne. À ma grande surprise, d'autres ont immédiatement enchaîné. Un éleveur de bétail a parlé de l'épuisement des sols. Un producteur de tabac a parlé de l'endettement écrasant. La femme du pasteur, une infirmière à la retraite, a parlé de l'épidémie silencieuse de dépression dans les communautés rurales. C'est comme si on courait tous de plus en plus vite sans aller nulle part, a dit le producteur de tabac. Et tout le monde dans la pièce a reconnu la vérité dans ses paroles. La réunion a duré 3 heures. À la fin, nous avions convenu de nous réunir tous les mois pour partager non seulement nos préoccupations, mais aussi des solutions potentielles. En retournant à mon pick-up, je sentis une lueur d'espoir. 1 semaine plus tard, j'ai trouvé la preuve que Wakota observait toujours. Sur la clôture à la lisière de la forêt, j'ai trouvé un petit tas de pierres délibérément placées, et à côté, un morceau de bois sculpté montrant plusieurs silhouettes humaines debout en cercle. Un message, une approbation, un encouragement à continuer. Les réunions mensuelles se sont poursuivies et ont pris de l'ampleur. Nous avons créé une grainothèque pour les variétés anciennes, organisé des partages de travail et mis en place un réseau de soutien pour les familles en difficulté. Nous n'étions pas révolutionnaires, mais nous étions quelque chose, une petite résistance face à la marée montante. Je savais que ce n'était pas suffisant. Les grands schémas que Wakota avait décrits n'étaient pas des choses qu'une poignée de fermiers de West Virginia pouvait résoudre, et pourtant, je pensais à ces mots. Si moi, pas essayé d'aider, moi, regretté de ne pas avoir essayé, peut-être que c'était suffisant. Peut-être que faire ce que l'on pouvait là où l'on était, avec ce que l'on avait, était tout ce que l'on pouvait faire. Peut-être que c'était ça, la véritable intendance. Pas de grands gestes, mais des choix quotidiens de prendre soin au lieu d'exploiter, de se connecter au lieu de s'isoler, de ralentir au lieu d'accélérer vers la falaise. Un soir de fin mai de l'année suivante, je travaillais dans une partie de ma propriété que j'avais laissée redevenir une prairie indigène. Le coucher de soleil était spectaculaire, peignant les crêtes d'orange et de pourpre. Je le sentis avant de le voir, cette sensation d'être observé. Je me suis retourné lentement
Et là, à la lisière de la forêt, se tenait Wakota, en contre-jour face au soleil couchant. Mais il n'était pas seul. Deux silhouettes plus petites se tenaient à ses côtés. Il me montrait à son propre peuple, démontrant que tous les humains n'étaient pas des menaces. J'ai levé la main en guise de salut. Les trois silhouettes ont levé la main en réponse. Puis elles ont disparu, se fondant à nouveau dans les ombres. Le message était clair. Mes efforts avaient été vus, reconnus, approuvés. Je n'étais plus seulement Eleanor Dawson, une veuve en difficulté seule dans les montagnes. Je faisais partie de quelque chose de plus grand, un pont entre les espèces, entre la sagesse ancienne et une nouvelle compréhension, entre le monde qui se mourait et celui qui pourrait encore être sauvé. Et à cet instant, j'ai su que je passerais le reste de mes jours à honorer la confiance qui m'avait été accordée, en prenant soin non seulement de ma terre, mais aussi des fragiles graines de communauté qui pourraient, avec suffisamment de soin, un jour devenir une forêt d'espoir.